Nathalie Ménigon, égérie d'Action Directe et compagne de Jean-Marc Rouillant. On a beaucoup parlé d'elle ces dernières semaines car, gravement malade et emprisonnée depuis 1987, elle a demandé à bénéficier, comme Maurice Papon, des dispositions de la loi Kouchner qui prévoit la libération pour les détenus dont l'espérance de vie est menacée. Et c'est en pensant à Nathalie Ménigon que j'ai demandé à M. X s'il avait des informations sur l'un des événements les plus mystérieux de l'existence de cette organisation terroriste. Je veux parler du hold-up de Condé-sur-Escaut perpétré en 1979. Un braquage qui aurait permis à Action Directe de rafler plus de 16 millions de francs. J'emploie à dessein le conditionnel car la preuve de la culpabilité du mouvement de Rouillant et Ménigon n'a jamais été établie. De même qu'on n'a jamais su où était passée la plus grosse partie de l'argent dérobé. Un mot encore avant d'écouter M. X. 7 ans auparavant, en 1972, il y avait peut-être eu un précédent. Cette année-là, un commando particulièrement audacieux rafle 11 millions de francs à l'hôtel des Postes de Strasbourg. Ce hold-up, on le sait, a été effectué par une bande de gangsters lyonnais, le gang des Lyonnais. Mais 2 ans plus tard, au cours d'une émission de télévision, un magistrat fait une déclaration fracassante, d'autant plus fracassante que la campagne pour l'élection présidentielle bat son plein. Il laisse entendre que le hold-up a peut-être servi à remplir les caisses d'un parti politique de la majorité de l'époque. En effet, plusieurs membres du gang des Lyonnais grenouillaient dans le milieu du SAC, le service d'action civique. Alors, le hold-up de Condé-sur-Escaut était-il également un braquage politique ? Un braquage d'extrême gauche? La réponse dans un instant avec M. X. Les faits d'abord. On est le 29 août 1979. Comme tous les 3 mois, vers 11 heures, un fourgon de la Banque de France se range devant la perception de Condé-sur-Escaut. À l'intérieur, il y a près de 17 millions de francs. Ah, c'est une somme énorme pour l'époque, là. Oui, je ne sais pas combien ça ferait en euros aujourd'hui, mais c'est effectivement une somme colossale. Les employés de la Banque de France déchargent le magot et le transportent à l'intérieur du bâtiment. La routine, quoi. Et à qui est destiné cet argent, là? C'est la retraite trimestrielle des mineurs. Beaucoup d'entre eux, très âgés, préfèrent en effet être payés en liquide. Dès que le transfert est achevé, le percepteur et son personnel procèdent à la répartition de l'argent. C'est-à-dire ça? Il faut remplir des enveloppes qui seront transportées dans des centres de paiement secondaires. 1 heure après le départ du fourgon, 5 hommes et une femme pénètrent dans la perception. Une femme? Oui, une sorte de première. Et ça montre qu'il ne s'agit pas tout à fait d'un hold-up comme un autre. Les truands ne s'embarrassent généralement pas d'une présence féminine lorsqu'ils montent au braquage, comme disent policiers et gangsters. Bien entendu, ces 6 personnages ont le visage masqué. Certains portent même des perruques. Ils sont armés de pistolets de gros calibre et semblent connaître parfaitement les lieux. Parce qu'après avoir neutralisé et enfermé les employés qui se trouvent dans le hall, ils se dirigent directement vers le bureau du percepteur. C'est-à-dire là où on trie les billets. Exactement. Tout va très vite. En quelques minutes, le commando rafle tout l'argent à l'exception des rouleaux de pièces. Voilà, trop encombrant. C'est certain. À noter que l'un des gangsters est équipé d'un talkie-walkie. Mais parce que, j'imagine, doit être en relation avec un complice demeuré à l'extérieur. C'est vraisemblable, le coup est très bien organisé. Après avoir récupéré les 17 millions, le commando enferme le percepteur et ses employés dans une pièce à l'étage et ferme à clé. Puis ils disparaissent tranquillement. Pas de témoin? Pas vraiment, non. Un passant a simplement remarqué la présence près de la perception d'une voiture à l'intérieur de laquelle se trouvaient 3 hommes. Je continue. Il faudra attendre plusieurs minutes, le temps pour les prisonniers d'enfoncer la porte pour que l'alerte soit enfin donnée. Mais il est déjà trop tard et les gangsters se sont évanouis dans la nature. On peut tout de suite observer, d'après votre récit, là, qu'ils étaient très bien renseignés. Certainement. Et à l'évidence, ils ont bénéficié de complicité. Mais on ne pourra jamais rien prouver. Deuxième observation. Cette procédure de paiement des retraites, moi, me paraît pour le moins imprudente. Oui, vous avez raison. Une perception n'est pas une banque. Il n'y avait aucun système de sécurité. Et les employés de la perception n'étaient naturellement pas armés. Ouais, ça veut dire que les gangsters ont donc pu agir en toute tranquillité et sans violence. C'est ça, et les policiers savent aussitôt que l'enquête va être très difficile. La présence, je reviens là-dessus quand même, la présence d'une femme dans le commando doit les étonner. Bien sûr, et ils vont assez rapidement écarter la piste du milieu traditionnel. Alors dans quel sens s'oriente l'enquête? Les policiers vont bénéficier d'un coup de chance. La voiture qui stationnait près de la perception est retrouvée de l'autre côté de la frontière belge. À l'intérieur, les enquêteurs remarquent un support de poste émetteur. Je vous passe les détails. Mais ce simple support leur permet de remonter jusqu'à la société qui vend ce genre d'appareil. Ouais.
Et ils vont rechercher alors le client qui l'a acheté? Naturellement. C'est un travail de fourmi, parce que dans le fichier de la société, il y a des dizaines de clients, et il faut procéder à des vérifications systématiques. Toutefois, les policiers s'intéressent d'abord aux acheteurs qui ont payé en liquide. Oui, parce qu'ils pensent que l'homme, ou la femme, qui a acheté l'émetteur n'a pas commis l'imprudence de payer par chèque. Évidemment, mais ils vont à nouveau avoir de la chance. Car dans la liste des clients qui ont payé par chèque... Par chèque? Oui. Un nom attire leur attention, celui d'un homme dont on a volé un chéquier au cours d'un hold-up commis dans la région, à Bruyères-en-Artois, je crois. Oui, en Artois. Coïncidence? Les policiers croient rarement en coïncidence. Il y a encore plus étonnant, ce client est venu dans ce magasin la veille du hold-up de Condé-sur-Escaut. Pour acheter l'émetteur, là? Non, il est venu se plaindre. L'émetteur qu'il avait préalablement acheté était défectueux. Il demandait donc qu'on le répare. Mais la panne était sérieuse et l'appareil ne pouvait pas être remis en état tout de suite. L'homme a donc laissé son émetteur en réparation. Toutefois, il a demandé au vendeur de lui prêter des talkie-walkie. C'est encore une coïncidence troublante. Ouais. Et les enquêteurs se sont dit qu'il y avait peut-être une chance que ce client revienne un jour chercher son émetteur et rende les talkie-walkie. Ils ont donc établi ce qu'on appelle une planque, c'est ça? Une planque interminable. Mais parfois la patience paie. En novembre, je vous rappelle que le hold-up de Condé-sur-Escaut a été perpétré fin août. L'homme se présente au magasin. Et il est aussitôt arrêté. Alors qui est celui-là? C'est un Espagnol d'une 30aine d'années. Les policiers vont avoir quelque mal à l'identifier car l'homme n'est pas très bavard. Mais grâce à leurs collègues des renseignements généraux, ils y arrivent enfin. Et c'est une énorme surprise. Le suspect est un politique. Pepe, c'est son surnom, est un basque qui est un ancien militant important des Garis. Les Garis, c'est un mouvement antifranquiste, hein? Rappelez-moi exactement ce que c'était. Les Garis, c'est-à-dire les groupes d'action révolutionnaire internationalistes, ont été créés au début des années 70 dans la région toulousaine. Et ce n'est pas par hasard, car beaucoup d'Espagnols antifranquistes ont trouvé refuge dans la région. Exact. Au départ, il y a une autre organisation, le MIL, le Mouvement Ibérique de Libération, qui mène des actions armées en Espagne. Ces militants sont surtout des anarchistes qui procèdent à des expropriations. Vous savez ce que les anarchistes entendent par là? Oui, ce sont des hold-up, quoi. On rend au peuple ce qu'on lui a volé. Oui, c'est à peu près ça. En fait, ces braquages sont surtout destinés à alimenter les caisses de l'organisation. Car l'action clandestine, ça coûte cher. Les armes? Pas seulement. Il faut aussi des faux papiers, des planques. Le grand tournant se produit en 1973. Une fusillade nourrie oppose des militants du MIL à des policiers espagnols. Un des anarchistes, un certain Salvador Puig-Antich, est arrêté, les armes à la main. Je pense que ce nom vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. Est-ce que ce militant sera condamné à mort, hein? Et il finira garrotté. Ça provoquera une émotion considérable dans le monde entier. Oui, je me souviens. Ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'un tout jeune homme qui se trouvait à ses côtés a réussi, lui, à s'échapper. Un nommé Jean-Marc Rouillant. Le futur dirigeant d'Action Directe. Oui. Par la suite, le MIL est dissous et passe la main aux Garis. Rouillant en est? Naturellement. Les Garis vont alors très vite se lancer dans l'action. Non plus en Espagne, mais en France, essentiellement. Quel genre d'action? Des actions contre les intérêts espagnols dans notre pays. L'une des plus spectaculaires étant l'enlèvement du directeur d'une filiale française d'une banque basque. Mais à la suite du plasticage du consulat espagnol de Toulouse, plasticage qui blesse plusieurs personnes, la police française procède à une importante rafle et la plupart des dirigeants des Garis sont arrêtés. Rouillant aussi? Oui. C'est la fin des Garis. D'autant que la mort de Franco en 1975 et le rétablissement de la démocratie en Espagne ôtent tout mobile à leur lutte. Et pourtant, les militants ne vont pas rester longtemps inactifs. Les rescapés auxquels vont se joindre des anciens de la gauche prolétarienne et même des membres des brigades rouges italiennes en fuite vont créer une nouvelle organisation révolutionnaire, les NAPAP. NAPAP. Ce qui veut dire? Les noyaux armés pour l'autonomie populaire. Ah. Et Rouillant va en faire partie? Oui. Dès sa libération en 1977. Alors dans l'affaire de Condé-sur-Escaut, après l'arrestation de ce fameux Pépé, les policiers vont orienter leur enquête vers les milieux de l'ultra-gauche. Dans un livre sur l'extrême gauche, Xavier Hofer, un spécialiste du terrorisme, établit la liste des actions des Garis tout au long de l'année 1974. En février, la voiture du consul d'Espagne à Toulouse est criblée de balles. En mars, une explosion sur une voie ferrée fait dérailler un train de marchandises se dirigeant vers l'Espagne. En mai 74, du 3 au 22, le directeur de la banque de Bilbao à Paris, M. Ángel Baltasar Suárez, est enlevé et détenu. Le même mois,
une ligne électrique à haute tension franco-espagnole est plastiquée. En juillet 1974, une explosion détruit plusieurs véhicules de la caravane du Tour de France et une explosion à proximité du consulat d'Espagne à Toulouse fait 11 blessés. Simultanément, pour alimenter leur trésorerie, les Garis accomplissent 5 attaques à main armée, notamment à Toulouse, Béziers et Bruxelles. Les Garis cessent toute activité au milieu de l'année 1974. Le noyau central, d'une dizaine de membres, verra ses membres arrêtés les uns après les autres entre juillet et décembre 1974. Lors des perquisitions, on trouvera chez eux forces explosifs, armes et faux papiers. Avant d'aborder la suite de l'enquête sur le hold-up, je voudrais revenir un instant sur les NAPAP. Je crois me souvenir, vous me démentez si c'est faux, que ce sont des militants de ce mouvement qui ont abattu le vigile de Renault, là, qui avait tué un militant gauchiste, Pierre Auvernais, au début des années 60. Vous avez tout à fait raison. L'homme s'appelait Jean-Antoine Tramoni et il a été assassiné près de chez lui dans la banlieue parisienne. Mais puisque vous voulez en savoir plus sur les NAPAP, sachez qu'en 1977, ils commettront de nombreux attentats, certains assez spectaculaires. Il faudra aussi que je vous parle de l'existence d'une autre organisation, les Brigades internationales. Des types qui vont se spécialiser dans l'assassinat de diplomates à Paris. Quel diplomate? Essentiellement des diplomates de pays où existent des guérillas ou dont le régime est dictatorial. Mais dans la nébuleuse gauchiste de l'époque, il est certain qu'il existe des passerelles entre tous ces mouvements. Ainsi, on retrouvera chez des militants des NAPAP des armes qui ont servi lors d'attentats perpétrés par les brigades internationales, et vice-versa. Ce sont donc aussi souvent les mêmes hommes. Mais très probablement, et on les retrouvera dans Action Directe. Action Directe qui naît alors, à quelle époque? Officiellement, si on peut dire, s'agissant d'une organisation clandestine, Action Directe apparaît en 1979. Sa première manifestation, c'est un attentat contre le ministère du Travail. Mais quelques mois plus tôt, on avait mitraillé l'immeuble du patronat français. Et déjà, il s'agissait vraisemblablement d'Action Directe. Mais si vous voulez, on reviendra à l'histoire de ce mouvement terroriste. D'accord. Alors, la suite de l'enquête sur l'affaire de Condé-sur-Escaut. Pépé, je vous l'ai dit, ne parle pas. Mais les policiers sont certains d'avoir pêché un gros poisson. Un homme qui a eu souvent maille à partir avec la police franquiste. Qui l'a d'ailleurs torturé, comme c'était l'habitude à l'époque. En Espagne, il est recherché pour le meurtre d'un policier et une bonne trentaine de hold-up. Des hold-up, déjà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est impliqué dans le braquage de Condé-sur-Escaut. Vous avez raison, il faut des preuves. Naturellement. Alors comme Pépé ne veut rien dire, les enquêteurs s'intéressent à son carnet d'adresses. Ils sont aussi intrigués par la présence sur son trousseau de clés d'une clé qui ne correspond à rien. Et c'est en se présentant systématiquement à toutes les adresses notées sur le carnet du suspect qu'il découvre que la clé mystérieuse ouvre la porte d'un appartement qui recèle un vrai trésor. Un trésor? Pour les policiers, oui. Ah oui. Car ils y trouvent une petite partie de l'argent volé à Condé-sur-Escaut, mais aussi un matériel d'imprimerie permettant de fabriquer des faux papiers et des cartes d'identité vierges. Pépé est donc coincé. Mais il ne devient pas plus bavard pour autant. Il faudra que les policiers enquêtent patiemment chez ses proches pour identifier et arrêter la plupart des membres du commando de Condé-sur-Escaut, chez lesquels ils retrouveront encore quelques miettes du butin. Mais pas la totalité. Loin de là. Et je peux vous le dire tout de suite, le magot ne sera jamais découvert. En tout cas, la surprise des policiers est grande, car il y a parmi les types arrêtés non seulement des Espagnols, mais aussi des membres des brigades rouges italiennes, dont 2 sont soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro. Combien d'arrestations en tout? Une petite quinzaine, et les Italiens en particulier avouent. Pourquoi en particulier? Parce qu'ils redoutent d'être extradés chez eux. Ils préfèrent être jugés en France? Pas forcément. Et ces gens-là, est-ce qu'ils avaient un lien avec Action Directe? Oui, le mouvement de Rouillant et Ménégon revendiquera d'ailleurs le hold-up présenté comme une action de récupération prolétarienne. Mais les inculpés, eux, nieront toute relation avec Action Directe. C'est un des mystères de cette affaire. On y reviendra. Toutefois, même sans la revendication d'Action Directe, les enquêteurs vont établir que les membres du commando, quoi qu'ils en disent, avaient des rapports avec l'organisation de Rouillant. Et de quelle façon? Au début de l'année suivante, un homme et une femme mitraillent les fenêtres du bureau du ministère de la Coopération, Robert Gallet, en plein jour. Le ministre n'a pas été touché car il ne se trouvait pas dans son bureau. Des témoins ont noté que le couple est monté dans une auto déjà connue des services de police, si je puis m'exprimer ainsi. Elle avait déjà été filée lors du repérage d'un hold-up par des gangsters de la banlieue sud de Paris. Des gangsters, alors ça veut dire qu'il existait un rapport entre ces truands et le couple qui a mitraillé le ministère. Et Action Directe, car l'attentat a été revendiqué par l'organisation terroriste. Et entre parenthèses, ce couple, c'était certainement Rouillant et Ménégon.
Mais allons vite. Ça ne ressemble guère, ça. D'accord, peu importe. À la suite de cette affaire, la police va procéder à une série de rafles. Et elle découvre, outre des centaines de kilos d'explosifs, des armes et des munitions, des cartes d'identité vierges qui sont en tout point semblables à celles qui ont été retrouvées chez les membres du commando de Condé-sur-Escaut. Je veux bien, mais ça ne signifie pas forcément que Action Directe était mêlée à ce hold-up. Oui, je suis d'accord avec vous. Les amalgames sont toujours trop faciles. Il n'empêche qu'il existait quand même des connexions incontestables, au moins sur la fourniture de ces faux papiers. Au fait, là, parmi tous les types arrêtés après le mitraillage du ministère de la Coopération, il n'y a pas Rouillant? Non. Lui et sa compagne, Nathalie Ménigon, ont échappé aux rafles, et ils demeurent introuvables. Toutefois, les autorités les ont identifiés. Les policiers savent qu'ils sont à la tête d'Action Directe? Oui, et au cours des années 79 et 80, malgré les arrestations, l'organisation terroriste multiplie les attentats à l'explosif. Ça ne peut pas durer éternellement. Bientôt ce sera l'élection présidentielle et les pouvoirs publics, malgré le relatif laxisme dont ils ont fait preuve jusqu'alors, sont obligés d'agir. Attendez, avant de poursuivre, là, ce laxisme, qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, je ne voudrais pas polémiquer, mais il faut quand même noter que la justice s'est montrée très clémente avec les dirigeants d'Action Directe. Avant l'élection présidentielle, là. Et quels sont vos arguments? C'est en 1974, je crois, que Jean-Marc Rouillant est arrêté pour la première fois par la police. Oui, ça m'a dit, à la suite du plasticage du consulat espagnol de Toulouse. C'est ça, ouais. Avec 2 Espagnols, qui seront d'ailleurs impliqués plus tard dans le hold-up de Condé-sur-Escaut. Il est inculpé de transport d'armes et d'explosifs. Mais il est relâché en 1977 sans même avoir été jugé. Ça, c'est effectivement bizarre. En effet, 1 an plus tard, il est à nouveau arrêté. Il se trouvait dans un appartement en compagnie de militants des NAPAP puissamment armés qui projetaient un hold-up dans une perception. Ah oui, comme à Condé-sur-Escaut. Exactement. Ouais. Mais il est très vite remis en liberté. De plus en plus bizarre, enfin, surtout en tenant compte de son passé. Hein. Et ce n'est pas fini. Il est encore interpellé en 1978 à Toulouse, arme à la main. Et là encore, il est laissé en liberté. Ça commence à faire beaucoup. Je ne vous le fais pas dire. Alors, comme d'habitude, vous avez certainement une explication. Non, mais parfois il n'est pas inutile de faire peur. Que voulez-vous dire là? Dans une période difficile, et elle l'était alors pour le pouvoir, les attentats d'Action Directe pouvaient faire diversion. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Une hypothèse d'autant peu vraisemblable qu'à ma connaissance, les socialistes qui triomphent en 1981 seront tout aussi laxistes. Dans un premier temps, je suis d'accord. Mais admettez quand même que le pouvoir giscardien n'a guère été sévère avec Jean-Marc Rouillant. Ça, je vous le concède, là. Toutefois, tout a une fin. Et puis, la police commence à broncher. Elle en a assez de coffrer Rouillant et de le voir libéré presque instantanément. Alors, les renseignements généraux vont tendre un piège au chef d'Action Directe. Qui est exactement Rouillant? Laurent Greysammer lui a consacré quelques lignes dans Le Monde, je cite. Né à Toulouse, enfant du Sud-Ouest, rien ne le prédisposait a priori à cet itinéraire militant. Rien, sinon la proximité de l'Espagne, la fréquentation à l'âge du bac des milieux de réfugiés politiques et la fascination pour les opposants au général Franco. Alors, à son tour, Rouillant en fut. Il milita au sein du mouvement de libération ibérique, il eut son lot de sueur froide et de vrais coups de feu. En 1973, accompagné de Puig Antich, à Barcelone, ce fut la mauvaise rencontre avec les gardes civils sous un Porsche, la fusillade. Rouillant put s'échapper, Puig Antich, lui, fut arrêté. L'histoire d'Action Directe plonge ses racines en Espagne. Ces années-là sont celles de la formation, car à peine rescapé de cette fusillade à Barcelone, Rouillant regagne la France. Pour lui, et pour beaucoup d'autres, il n'y a plus qu'une raison de vivre et de combattre, obtenir la libération de Puig Antich. C'est ainsi que les GARI, ces groupes d'action révolutionnaire internationalistes, se constituent en France, en Italie, en Belgique pour faire pression sur ces pays afin qu'ils interviennent auprès de Franco. Les GARI commettent de la sorte en 1974 une série impressionnante d'attentats et de hold-up pour financer leur campagne. Rien n'y fera, Puig Antich sera jugé, condamné à mort et garrotté en mars 1974. Rouillant, alias Sebas, a perdu un ami et un combat, mais d'autres prisonniers sont à sauver. Je crois vous avoir déjà parlé de cette histoire, mais enfin peu importe. Alors voilà. Un certain Chahine, un Libanais, parvient à établir un contact avec Rouillant. Ah oui, je me souviens, là, ce Libanais est un indicateur de police. Oui,
Et il raconte à Rouillant et à sa compagne, Nathalie Ménigon, une histoire incroyable. Carlos, le terroriste Carlos, veut faire appel à leur service. Il s'agit de punir l'État égyptien coupable d'avoir signé la paix avec Israël. L'objectif, c'est le barrage d'Aswan. Oui, un barrage gigantesque. Un des plus grands du monde. Ouais. Contre versement d'une somme coquette, Rouillant et ses amis doivent faire sauter le barrage. Pardonnez-moi, mais ça me semble complètement fou. Oui, je suis d'accord, mais les gens d'Action Directe sont encore des naïfs. Cette histoire les excite et flatte leur vanité. Et quand en septembre 1980, Chahine leur fixe un rendez-vous au cours duquel ils doivent rencontrer Carlos en personne, ils n'hésitent pas. Et là, c'est effectivement un piège. Eh oui, Carlos n'est pas là. Mais les policiers, oui. Rouillant se laisse arrêter sans difficulté, mais sa compagne, elle, sort son pistolet. Et elle réussit à tirer 2 chargeurs sur les policiers avant d'être maîtrisée. Le bilan ? Miraculeusement, il n'y a ni mort ni blessé. Elle tirait peut-être très mal. Je n'en sais rien, mais elle a sérieusement aggravé son cas. Car essayer de tuer des policiers, ce n'est pas anodin. Rouillant et Ménigon sont donc sous les verrous, hein, c'est ça ? Oui. Une parenthèse avant de poursuivre. Le Libanais Gabriel Chahine sera abattu 2 ans plus tard. Vengeance. Évidemment. Le chef d'Action Directe n'a pas la mémoire courte. Rouillant en prison, la police continue à démanteler l'organisation et les gens qui gravitent autour avec un certain succès. En arrêtant d'anciens militants des galeries, ils retrouvent à nouveau des billets provenant du hold-up de Condé-sur-Escaut. Tous ces gens sont déférés devant la Cour de sûreté de l'État. Ils sont inculpés pour crimes commis en relation avec une entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'État. Ça, c'est le terme légal. Ouais. On considère alors que ce sont des politiques. Incontestablement. Action Directe cesse-t-elle ses activités ? Non. Quelques jours avant l'élection présidentielle en 1981 à Paris, 2 commandos attaquent des banques. Avenue des Ternes, un gardien de la paix est abattu. Malgré l'arrestation de Rouillant, Action Directe ne désarme pas. Et arrive l'élection de François Mitterrand. Oui, et selon la tradition, le nouveau président fait voter une loi d'amnistie. Tous les détenus politiques membres d'Action Directe ou militants nationalistes corses sont libérés. Rouillant aussi. Oui. Mais sa compagne, elle, reste en prison. Ah oui, parce qu'elle est accusée d'avoir tiré sur les policiers. C'est ça, oui. Et comment expliquer cette exceptionnelle mansuétude ? Une mansuétude qu'on ne cessera de reprocher à François Mitterrand. Oui, c'est vrai. Mais je crois que le nouveau pouvoir a fait le pari de l'apaisement. Pour en finir avec le terrorisme à la française ? Je le pense. Mais cette générosité sera bien mal récompensée. D'autre part, vous le savez, la Cour de sûreté de l'État est supprimée. Mais avant de disparaître, les magistrats de cette juridiction prennent une curieuse décision. Ils se dessaisissent du dossier de Condé-sur-Escaut au motif que rien ne permet de penser qu'il s'agit d'un acte subversif dirigé contre l'État. Et pourtant, tous les inculpés, ce sont des militants politiques. C'est juste. Et c'est d'autant plus étonnant que juges et policiers sont persuadés que le hold-up a surtout servi à remplir les caisses d'Action Directe. En tout cas, la conséquence pour les membres du commando, c'est qu'ils deviennent instantanément des détenus de droit commun. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de la loi d'amnistie. Et comment expliquer cette décision surprenante, là ? À mon avis, c'est un mauvais coup contre le nouveau pouvoir. Car le maintien en détention des auteurs du hold-up de Condé-sur-Escaut va relancer aussitôt l'agitation et même les attentats. Ça signifie donc l'échec de la politique d'apaisement voulue par Mitterrand ? C'est évident. Mais quand vous parlez d'agitation... Tandis qu'une partie des détenus, y compris Nathalie Ménigon, commence une grève de la faim, des mouvements de gauche organisent des comités de soutien. Il y a aussi des actions violentes contre des journaux ou des lieux symboliques, comme le célèbre restaurant La Tour d'Argent. Et le pouvoir réagit comment, alors ? Il cède. Tout le monde va bientôt être relâché. Même Nathalie Ménigon, qui est très affaiblie par sa grève de la faim. Elle est libérée pour des raisons médicales, hein ? Oui, je vous laisse imaginer la colère des policiers. Une colère compréhensible, non ? Tout à fait. D'autant qu'ils ont l'impression que les autorités font tout pour qu'ils ne s'intéressent pas trop aux activités de l'Action Directe. Alors, un deuxième laxisme, alors, c'est ça ? Encore une fois, le gouvernement socialiste veut la paix, quitte à prendre quelques libertés avec le droit et aussi, il faut le souligner, avec la complicité de certains magistrats. Et pour obtenir cette paix tant désirée, des contacts secrets seront établis avec Action Directe. Est-ce que cette politique, alors, d'apaisement porte ses fruits ? Apparemment, oui. Après la libération des détenus, on observe une certaine accalmie. Mais c'est trompeur, car Action Directe profite de cette trêve pour se refaire, si vous me passez l'expression. Et dès la fin de l'année 81, les attentats reprennent. Et les principales figures de l'organisation repassent dans la clandestinité. Donc échec de la politique d'apaisement ? Oui. En outre, pour Action Directe, il n'y a aucune différence entre le nouveau pouvoir et l'ancien. Mais revenons encore une fois à l'affaire de Condé-sur-Escaut. Les membres du commando sont donc libres.
Mais il reste toujours inculpé. Quand même, hein. Car la plus haute autorité judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation, leur refuse toujours l'amnistie politique qu'ils réclament. Ça veut dire que l'instruction se poursuit, par Oui, exemple. mais avec une extraordinaire lenteur. Manifestement, on n'est pas très pressé de les juger. Pour quelle raison? Parce que le pouvoir, mais aussi les magistrats, sont embarrassés. Il est évident que, étant donné leur parcours, les inculpés ont agi en militants politiques. Mais après la décision de la Cour de cassation, ils doivent être jugés comme des droits communs. Ouais. Alors, devant cet embarras, on traîne. Oui, et c'est parfaitement hypocrite. Parce que si on les considère comme des gangsters, comment expliquer qu'ils aient été relâchés dans la nature sans même un contrôle judiciaire? Car, ne l'oublions pas, la somme dérobée au trésor public à Condé-sur-Escaut est énorme. Alors, peut-être une explication. Le pouvoir veut peut-être faire oublier le laxisme dont il a fait preuve en 1981. C'est possible, mais je vous l'ai dit, la droite n'avait pas été moins laxiste avant 1981. Et il faudra donc attendre 1989 pour que les auteurs du hold-up comparaissent devant une cour d'assises. 10 ans après. Oui, c'est extravagant. Et le procès ne l'est pas moins. 8 inculpés sur 12 se présentent devant la cour d'assises de Douai. Et les autres? Ils se sont envolés. Et ces 8 hommes et femmes ont tous refait leur vie. Ils sont parfaitement intégrés dans la société. Ils reconnaissent quand même leur culpabilité. Oui, là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Et c'est là que ça devient intéressant. Ils se justifient. S'ils ont commis ce hold-up, c'était pour créer une sorte de chaîne de solidarité pour aider les réfugiés argentins, brésiliens, chiliens ou encore iraniens persécutés dans leur pays. Oui, mais les aider en quoi? Leur procurer des papiers, par exemple, et leur apporter un secours matériel. Ça vous paraît crédible? Pourquoi pas? Toutefois, une question demeure. On a retrouvé chez les uns ou chez les autres une petite partie du butin de Condé-sur-Escaut. Mais où est passé le reste? Vous avez une idée? Oui, je crois que ces militants politiques étaient vraiment animés de sentiments généreux. Ce qui ne veut pas dire que j'approuve le hold-up, mais ils ont été roulés par les gens d'Action Directe qui se sont attribués la plus grosse part du gâteau. Ça signifie donc que ce type d'Action Directe ont été associés au hold-up. C'est certain. Ouais. Sous quelle forme, je ne le sais pas. Mais c'est très certainement la vérité. Et l'issue du procès, alors? Tous ont été acquittés ou condamnés à une peine qui couvrait le temps de leur détention. Les jurés populaires leur ont donc offert cette amnistie qu'on leur refusait depuis si longtemps. 10 ans se sont donc écoulés entre le hold-up de Condé-sur-Escaut et ce jugement si clément. Extravagant, a dit M. X, effectivement, et selon Gilles Ménage, ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, chargé des problèmes de sécurité et de renseignement, on se posait aussi la question à l'Élysée. C'est ce qu'il affirme dans l'un des tomes de son ouvrage, L'œil du pouvoir, paru chez Fayard. Pendant plusieurs années, j'ai posé à de nombreuses reprises la question que le président reprend à son compte et que l'évidence impose. Pourquoi n'ont-ils pas été jugés ? En dépit de multiples sollicitations transmises à Matignon et Place Vendôme, je n'ai jamais réussi à obtenir une justification sérieuse à cette incroyable lenteur dans la mise en œuvre de l'appareil judiciaire, alors qu'il s'agit de sanctionner un délit fondateur, celui qui a probablement fourni à Action Directe les moyens qui lui ont ensuite permis d'affronter les épreuves et les exigences de l'entrée en clandestinité dans une situation de relatif confort financier. En dehors de ces instructions directes, j'ai recueilli, avant même la réunion du 4 février 1985, quelques indices qui me laissent augurer que celle-ci va sans doute s'écarter des conventions habituelles à ce genre de rencontre. Néanmoins, je ne soupçonne pas encore l'importance de la rupture de ton qu'elle va révéler, signe évident d'un franchissement de seuil, dont la signification politique n'échappera à aucun des participants. Que signifie ce franchissement de seuil assez énigmatique? Eh bien, il semble que c'est la mise en place du trop fameux système d'écoute de l'Élysée, mais on en reparlera peut-être un jour avec M. X.